20 blessés, dont 4 dans un état grave lors d'un accident de la circulation. L'accident est survenu ce matin au niveau de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Cet accident impliquait un minicar communément appelé Gbaka et un camion. Dans le journal également, on s'intéressera à l'axe Abobo Château d'Eau à Nador. L'on craint le pire sur cette voie express qui n'a plus de garde-fou. Aux États-Unis, les enseignants participent à des formations au cours desquelles ils apprennent à réagir face à l'intrusion d'un tireur dans un établissement scolaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer, en bref, les éléphants footballeurs en route pour Russie 2018. En effet, la sélection ivoirienne a battu cet après-midi le Libéria à Monrovia, 1-0. Le match retour pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de football est prévu le 17 novembre prochain. À présent, cet accident de la circulation qui a fait 20 blessés, dont 4 dans un état grave. L'accident survenu ce matin au niveau de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody impliquait un minicar communément appelé Gbaka et un camion. Les blessés ont été évacués dans les centres hospitaliers universitaires à Trècheville et à Yopougon. Moussa Konaté et Barakissa Bamba nous en disent un peu plus. Échangeur de la Riviera 2, un minicar en épave pratiquement coupé en deux. Il est 10h30 ce matin quand voulant faire un dépassement, le véhicule est heurté par un camion Ben. Scène insoutenable. Aucune perte en vie humaine, mais 20 blessés graves, dont des enfants. On a vu un bus garé de la Sotra qui était en panne. Et que du coup, on a vu un Gbaka et puis un gros camion qui venait. Le chauffeur du Gbaka a remarqué que le bus était en panne. Il voulait passer devant le gros camion. En voulant dévier le bus, le gros camion l'a percuté. Aussitôt contacté par la patrouille de gendarmerie sur place, la police et le groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivent sur les lieux pour évacuer les blessés. La première équipe qui est arrivée, un engin d'incendie, une ambulance, a constaté que c'était un carambolage qui impliquait un autobus de la Sotra, un camion Ben et un camion de transport communément appelé Gbaka. Donc dans un premier temps, ils ont pris les premières mesures pour sécuriser la zone et puis voir quels étaient les blessés, faire les bilans pour voir comment ça se passait. Encore un cas d'indiscipline au volant. Le commandant Boni Nemba interpelle les usagers de la route. Vous avez vu, ce n'est pas un beau spectacle. Il faut faire attention, suite aux heures de pointe, aller prudemment en agglomération. Les vitesses sont connues par les conducteurs. Il faut respecter les priorités pour éviter de tels accidents. Autre facteur de l'accident, ce bus en panne, stationné selon des témoins depuis la veille. Tous les blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Trècheville et de Yopougon pour une prise en charge immédiate. Du côté de l'axe Abobo Château d'Eau à Nador, l'on craint également le pire. Cette voie express n'a plus de garde-fou. Pour la traverser, les usagers utilisent une bretelle de fortune, ce qui occasionne très souvent de nombreux accidents. C'est ce que nous rapportent nos reporters. Voie express d'Abobo. Nous sommes au niveau du château d'eau situé après l'université Nangui-Abrogwa en partance pour Abobo. Philippe Kwasi, usager de la route, s'apprête à faire une manœuvre afin de reprendre la voie en direction d'Abobo. J'essaie de traverser. C'est-à-dire, non, c'est dit quoi? Il n'y a pas de barrière, c'est encore plus court de traverser. Ah, pourtant, s'il y a les barrières, on continue, on s'en tourne jusqu'au fond. Comme lui, nombreux sont les automobilistes qui utilisent cette bretelle improvisée pour circuler. Bretelle dangereuse qui peut être la source de graves accidents, surtout en l'absence de garde-fou ou glissière de sécurité. Pour entrer au garage? Non, je n'ai pas trop l'habitude puisque nous sommes beaucoup victimes ici des accidents ici. Donc comme la voiture est en panne, je suis obligé d'essayer de négocier la voie un peu pour entrer. Cela nous met mal en l'aise. Quand nous on est ici et puis on voit les accidents comme ça nous met mal en l'aise. Bon, plus qu'il n'y a pas les bétons qui sont sur la route au milieu là. Les gens viennent pour aller tourner au carrefour là, voilà. Et ils voient que ça, c'est pour les perdre le temps. Ils profitent pour tourner ici. Or, pour tourner ici, là, nous, ça provoque beaucoup d'accidents même devant nous. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment on va faire même pour chercher une solution même pour barrer la route là. Donc on cherchait même des gens même pour venir voir comment on peut trouver une solution pour mettre des barrières. Quand les véhicules tournent là, ça provoque beaucoup d'accidents ici. L'agence de gestion des routes, AGEROUTE, approchée, a marqué sa préoccupation relative à ce sujet et rassure les populations sur des mesures à court terme. Nous sommes au courant de cette situation. Nous-mêmes, nous avons relevé l'absence de ces glissières de sécurité
ce qui est en train d'être fait sur la voie de Yopougon, la voie express de Yopougon, nous allons récupérer certains éléments de cette séparation qui sont intacts, que nous allons redéployer sur ce point critique précis pour que vraiment ces actes d'insécurité, ces faits d'insécurité soient complètement remédiés. Vivement que ces mesures soient mises en œuvre pour éviter encore d'autres drames. C'est la plus importante campagne initiée à l'échelle mondiale par la Fédération internationale du diabète. La journée mondiale de lutte contre le diabète sera célébrée demain 14 novembre. Plus de 380 millions de personnes sont atteintes de cette maladie dans le monde. En Côte d'Ivoire, environ 5% de la population est diabétique. Et ce sont 1500 nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année selon le Centre antidiabétique d'Abidjan. Toujours dans le domaine de la santé, cette activité en faveur des enfants malades, l'ONG Kim Onlus a tissé un partenariat avec le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Et déjà un premier cas vient d'être soumis à cette ONG italienne. Il s'agit d'Adjoa Océane. L'enfant est atteint de l'hydrocéphalie. Plus simplement, elle a la tête plus grosse que d'ordinaire. Le reportage de Doua Delazer. Je suis très contente. Je dis merci à tout le monde. Je ne m'attendais pas à ça. Belle surprise pour Marthe Akisikwaku. Son bébé qui souffre de l'hydrocéphalie, il y a plus d'1 an, va retrouver sa guérison. Cela grâce à Kim Onlus, une organisation non gouvernementale italienne qui veut apporter une assistance médicale aux enfants démunis en Côte d'Ivoire. La petite Océane Adjoa Kwadjo va être prise en charge gratuitement pour le traitement de sa maladie qui fait grossir anormalement sa tête, entraînant la malformation de sa colonne vertébrale. C'est à travers une convention signée entre le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et cette ONG italienne que cela a été possible. Nous avons saisi donc cette association qui a répondu favorablement et qui depuis donc quelques mois prépare donc cette petite pour l'aider, pour la sauver. Océane, j'ai foi, sera sauvée. Adresser ma profonde gratitude à l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire et ses collaborateurs. Une action de solidarité qui vient renforcer les liens de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Italie au plan économique et culturel depuis plusieurs années. Un secteur qu'il faut exploiter aussi parce que c'est un secteur qui touche dans les vifs tous les aspects sociaux de chacun des deux pays. Dans la même veine, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a accordé une audience à la représentante résidente de Conrad Adenauer Stiftung, une organisation politique allemande intervenant dans le renforcement de la cohésion sociale, la réunification et le développement durable. Des femmes, peut-être aussi, c'est le nœud de toute nation. Elle est toujours le moteur de développement, c'est avant tout la tâche de développer aussi le destin de la femme, soit la femme dans les cités, soit la femme rurale. Madame la ministre a eu la bonté de nous recevoir, comme la fondation vient de s'installer ici. On a échangé sur les thèmes qui soient peut-être les plus importants de leur vie. Le développement socio-économique de la femme en milieu rural était au centre des échanges qui, selon Anne-Désirée Ouloto, sont fructueux pour la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Vous l'avez remarqué, il pleut dans le sud du pays et particulièrement à Abidjan. Les pluies qui s'abattent depuis le début du mois de novembre, un phénomène inhabituel. Les explications avec les experts de la Sodexam, Dramos Koné et Herman Niamien. Il pleut abondamment dans ce mois de novembre. De nuit comme de jour, les villes situées dans la région côtière du pays sont arrosées par de fortes pluies. Une pluviométrie anormale occasionnant même l'inondation de certaines voies. Et pourtant, selon le calendrier des saisons en Côte d'Ivoire, le mois de novembre prépare la grande saison sèche qui part de décembre à avril. Qu'est-ce qui explique ce dérèglement climatique? Je ne saurais quoi vous dire, parce qu'à notre temps, ce mois de novembre, là, il ne pleut pratiquement pas. C'est vrai, ce que nous constatons maintenant, c'est véritablement un phénomène qui nous surprend tous. Changement de climatique, dans le monde, tout le monde parle de ça. Nous ne connaissons pas les origines de ce phénomène. Selon la Sodexam, la Société d'exploitation météorologique de Côte d'Ivoire, un phénomène climatique du nom de El Niño serait à l'origine de cette pluviométrie soudaine et abondante. Le phénomène El Niño qui a démarré depuis le début de l'année et qui affecte considérablement les saisons
au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est essentiellement dû à un phénomène cyclique qui est le phénomène de réchauffement anormal de la température de surface de la mer. Si le phénomène El Niño persiste, il pourrait décaler la saison d'harmattan attendue dans le sud du pays dans les prochaines semaines. On reste au chapitre climat, recul de la banquise et apparition d'animaux jusqu'alors inconnus. Le pôle Nord est en plein bouleversement du fait du réchauffement climatique. Garde-côtes et scientifiques parcourent le Grand Nord en vue d'effectuer des analyses sur des échantillons d'eau de l'océan Atlantique. Ils craignent qu'à terme, la Terre ne soit invivable. Au milieu de la nuit glaciale, des silhouettes s'agitent sur le pont avant du brise-glace. Garde-côtes et scientifiques viennent déployer une rosette, un instrument de pointe qui collecte l'eau de l'océan Arctique à différentes profondeurs. Derrière leurs ordinateurs, ces chercheurs canadiens contrôlent l'engin à $200 000. On prend des échantillons d'eau et on les analyse pour détecter des traces de métaux, du fer, du manganèse, des isotopes et de l'aluminium. L'eau sera ensuite analysée en laboratoire. Étudier la composition de l'océan Arctique permet aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des courants marins sous l'effet du réchauffement climatique. Les changements de l'Arctique ont des influences qui vont bien plus loin que l'Arctique elle-même, mais elles vont affecter particulièrement l'Atlantique Nord. Et possiblement même l'océan dans son entièreté, parce que l'Atlantique Nord, c'est une zone de formation d'eau profonde. Les scientifiques craignent que cela modifie la circulation des courants marins et, à terme, empêche le transfert de chaleur entre l'équateur et les pôles, ce qui rendrait la Terre invivable. Un tel scénario s'est déjà produit il y a 1 milliard d'années. Nathalie, elle, est sur le terrain pour mesurer l'ampleur de ces changements. On étudie un peu avec l'épaisseur comment les différentes strates de glace évoluent. Son objectif, prélever des carottes de glace dans la banquise pour en mesurer la salinité. Grâce à toutes les mesures effectuées sur la Munsen, ces spécialistes de l'Arctique sont formels. Le réchauffement climatique a bel et bien commencé à s'accélérer. En bref, la Cour pénale internationale a annoncé aujourd'hui la réduction de la peine d'emprisonnement de l'ex-chef de milice congolais. Germain Katanga était le commandant des forces de résistance patriotique en Ituri. Il avait été condamné à 12 ans de prison pour complicité dans l'attaque d'un village du nord-est de la RDC, ayant fait environ 200 morts. Les juges ont réduit la peine à 8 ans et 4 mois, notamment pour la bonne conduite et la démonstration qu'il désavoue ses crimes. Sa libération anticipée pourrait intervenir le 18 janvier. L'ex-chef de milice a affiché sa volonté de devenir agriculteur. Aux États-Unis, après les fusillades de ces dernières années qui ont fait des dizaines de morts dans des établissements scolaires, les enseignants participent de plus en plus à des formations. Ils apprennent à réagir face à l'intrusion d'un tireur dans un établissement scolaire. Une matinée ordinaire dans ce lycée de Pennsylvanie, quand soudain, un tireur fait irruption dans le bâtiment. Aujourd'hui, ce n'est heureusement qu'un exercice pour préparer ses enseignants en cas d'attaque. Barricader la porte, neutraliser le tireur, des gestes qui peuvent faire la différence. Plus nous pouvons empêcher une personne de rentrer dans cette pièce, plus elle sera susceptible d'abandonner et de chercher notre cible, car elle sait que son temps est compté, sachant que les policiers sont en chemin. Pour ces enseignants, le but est ensuite de préparer leurs élèves au pire. Une formation particulièrement importante pour les tout-petits, selon certains instituteurs. C'est difficile quand ils sont vraiment jeunes, car ils sont un peu perdus, ils sont séparés de leurs parents pour la première fois, et on leur dit « vous devez vous préparer en cas d'attaque par un tireur, mais il faut qu'ils soient prêts ». C'est un ex-policier qui a imaginé ce programme après le massacre de Columbine en 1999. La formation est devenue encore plus d'actualité depuis la tuerie à l'école primaire de Sandy Hook en 2012, où 27 personnes sont mortes, pour la plupart des enfants.
En tant qu'enseignants, non seulement nous devons instruire nos enfants, mais nous devons les préparer au pire, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Je ne sais pas, c'est un peu triste quand même. Ce programme aurait déjà formé plus d'1 million de personnes à réagir face à un homme armé, un nombre qui devrait continuer à grandir, car si Barack Obama a bien essayé de légiférer, le Congrès a jusque-là tué dans l'œuf toute réforme sur les armes à feu. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.